Bonjour et bienvenue à la soirée d'information du bassin Lavigne. Permettez-moi de m'introduire. Mon nom est Elisabeth Robidoux et je vais être l'agent de liaison attitré au projet de la deuxième et dernière phase du bassin Lavigne. Nous vous présenterons ce soir les travaux à venir et avant d'introduire les premiers interlocuteurs de la soirée, j'aimerais vous rappeler le déroulement. Vos caméras et vos micros sont éteints, ainsi que la salle de clavardage est masquée. Les questions reçues à l'avance seront répondues à la fin lors de la période de questions. La période de questions devrait durer une vingtaine de minutes. Selon l'horaire, nous tenterons de répondre aux questions. Toutefois, les questions non répondues seront quand même enregistrées et nous ferons un suivi par la suite. Un document de questions-réponses sera transmis dans les semaines suivantes de cette rencontre. Et on voudrait également vous rappeler que la présentation est enregistrée et elle sera disposée sur le site web de la Ville, soit le www.ville.montréal.qc.ca/bassin-lavigne. Pour débuter ce soir, les élus qui se joignent à nous. M. Sylvain Ouellette, vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Mme Émilie Tullier, mairesse de l'arrondissement Huntsic-Cartierville, ainsi que Mme Effie Gianou, conseillère à la Ville pour Bordeaux-Cartierville. Parfait. Est-ce que vous voulez que je débute, Mme Robidoux? Oui, allez-y, oui, M. Ouellette. Merci. Donc, merci beaucoup pour l'introduction. Je souhaite tout de suite la bienvenue à Mme la mairesse, Mme Tullier, à Mme Gianou également, votre conseillère du district. Il y a aussi, vous allez voir plus tard, Monsieur Allais, qui est le directeur de l'usine d'épuration, mais aussi de tous les ouvrages reliés, les usages principaux reliés aux eaux usées de la Ville de Montréal. Donc, un super spécialiste avec vous ce soir. Donc, vous savez, hein, ça a été dit en début, c'est la phase 2 de 2. Donc, il y a eu beaucoup de travaux, des travaux qui ont été très marquants, notamment au Parc Lefebvre. Hein, c'est assez impressionnant l'excavation, le trou qui a été fait là. Il faut savoir que, puis ça va être dit plus tard dans des meilleurs mots que moi, mais c'est vraiment un projet extrêmement important. Puis c'est un projet important parce que vous savez, à chaque fois qu'il y a des pluies intenses, nos réseaux d'égouts arrivent à capacité et malheureusement, on est obligé de déverser donc de l'eau usée, non traitée, à la fois dans le fleuve et à la fois à l'envers des prairies. Donc, mais présentement, il y a plusieurs immenses bassins de rétention qui sont en construction pour notamment améliorer la qualité de l'eau du fleuve. Et ici, dans ce cas-ci, c'est pour améliorer la qualité de l'eau au niveau de la rivière des prairies. Donc, évidemment, ce n'est pas le seul usage de ce bassin de rétention-là. C'est-à-dire que, parce qu'on comprend qu'il y a quand même des impacts importants au niveau des riverains, il faut comprendre aussi que ces bassins-là, l'autre usage qu'on utilise, c'est aussi pour essayer de régler les problèmes de débordement qui peuvent arriver lors de pluies intenses au niveau des différents quartiers qui arrivent un peu aussi à capacité. Donc, ça va améliorer l'environnement, mais ça va aussi grandement diminuer la probabilité que les maisons, que vos maisons, que dans les quartiers environnants, aient des refoulements d'égouts. Donc, ce soir, je tiens à vous rassurer vraiment, on est tous là pour que le projet se mène à bien et aussi que pendant le projet, donc pendant la construction, ça se passe le mieux possible, qu'il y ait le moins d'impact au niveau des riverains. Et sur ça, je laisse la parole à Mme Tullier, donc mairesse d'Huntsic-Cartierville. Merci. Merci, M. Ouellette. Merci d'être avec nous. Donc, bonjour, je suis Émilie Tullier, la mairesse de l'arrondissement. C'est un projet effectivement très important pour notre quartier, puis pour l'ensemble aussi des gens qui sont plus vers l'est. Et on a des problèmes avec les pluies intenses, avec les reflux d'égouts dans certaines rues. Donc, c'est un projet qui est quand même costaud. Hein? Puis c'est pour ça qu'on fait une consultation publique, puis on tenait à le faire même en zone rouge en période de pandémie. Donc, on utilise le virtuel, ça sera enregistré, puis même vous pourrez y retourner par la suite pour avoir plus d'informations, pour revoir différents éléments peut-être que vous auriez manqué à la première écoute. Donc, c'est une façon pour la Ville de Montréal de vous informer de ce qui va se passer près de chez vous dans les prochains mois et de rencontrer Mme Robidoux, qu'on rencontre tous ensemble en ce moment, qui sera une personne avec qui vous pourrez entrer en contact aussi pour la suite des choses. Donc, merci d'être avec nous et je vais passer maintenant la parole à votre conseillère du district de Bordeaux-Cartierville, Mme Effie Gianou.
Bonsoir. Ça fait bizarre d'avoir une séance d'information en ligne comme ça, mais c'est comme ça que ça fonctionne en ce moment. Puis, j'aimerais remercier tout d'abord l'équipe de Ville-Centre, Mme Chamberlain, M. Allé. Je sais que vous avez planifié ça en un très petit, en quelques semaines. Alors, je vous remercie à l'avance. Puis, pour les gens de mon district de Bordeaux-Cartierville, le bassin Lavigne, c'est des travaux que j'entends très, très souvent parler depuis les 3 dernières années. Je reçois énormément de questions, de courriels, d'appels, de messages Facebook à ce sujet. Je sais que ça a beaucoup affecté plusieurs rues, mais surtout, là, je dirais, dans le bout de Chemin du Golfe, Somerset, Cousineau, tout autour du parc Marlborough. Alors, c'est vraiment le moment. Je suis bien contente là, de pouvoir avoir tous ces experts-là en ligne pour vous, pour pouvoir répondre à vos questions et aussi pour pouvoir vous expliquer la deuxième phase de ce projet qui est très, très important. Alors, je vous remercie à l'avance de vous être joints à nous et bonne séance d'information. Merci, messieurs et mesdames. Nous allons poursuivre avec la présentation du projet avec M. Bruno Allé et M. André Lemieux de la Direction de l'épuration des eaux usées du service d'eau de la Ville de Montréal. À vous, messieurs. Bonsoir à tous. Effectivement, nous en sommes rendus à la phase finale, la deuxième phase là, des travaux de construction de l'ouvrage de rétention Lavigne. C'est la Direction de l'épuration des eaux usées du service de l'eau de la Ville de Montréal qui est responsable là, de ce projet de 65 millions qui aura bien sûr là, un impact significatif sur la réduction là, du nombre de rejets d'eau usée dans le milieu récepteur, c'est-à-dire dans la rivière des Prairies. L'ordre du jour de la présentation, une brève introduction, le pourquoi de la construction de l'ouvrage de rétention Lavigne, la présentation du projet, la partie plus technique de la présentation, la nature des travaux, l'échéancier et la gestion des impacts et des mesures de migration. On y va avec l'introduction. En premier, je pense qu'il est important de comprendre comment se fait l'interception des eaux usées sur le territoire de l'île de Montréal. Le réseau de collecte des eaux usées du territoire de l'île de Montréal est constitué d'égouts locaux, de grands collecteurs et des intercepteurs. Avant 1996, qui a été la première année là, où la totalité des eaux usées a été interceptée et traitée à la station d'épuration, les eaux usées étaient rejetées directement, soit au fleuve Saint-Laurent et à la rivière des Prairies. Pour 63% du réseau de collecte de nature unitaire, les eaux de pluie ainsi que les eaux usées de type résidentiel, industriel, commercial et institutionnel, sont acheminées vers la station d'épuration. L'autre 37% du réseau étant en séparatif, les eaux de pluie sont acheminées vers les cours d'eau qui ceinturent l'île de Montréal via des conduites pluviales, des fossés là, ou des cours d'eau. Le réseau des intercepteurs, ce qu'on voit en rouge sur la carte de l'île de Montréal, qui ceinture toute l'île en entier, se divise en 3. L'intercepteur nord, l'intercepteur sud-ouest qui est relié à l'intercepteur nord et l'intercepteur sud-est. Les intercepteurs qui ont une longueur de 90 km amènent l'ensemble des eaux usées par gravité à la station d'épuration des eaux usées Jean-R-Marcotte, qui est située dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, complètement à l'est de l'île de Montréal. C'est plus de 99,5% des eaux usées, autant sanitaires et pluviales, qui sont acheminées à la station d'épuration. La station traite en moyenne 27 mètres cubes par seconde, ce qui correspond à 2,5 millions de mètres cubes par jour d'eau usée. Et en temps de pluie, sa capacité maximum de traitement est de 86 mètres cubes par seconde, soit 8 millions de mètres cubes par jour, ce qui correspond à 3 fois le volume du stade olympique par jour qui est traité à la station d'épuration en temps de pluie.
Ensuite, qu'est-ce qui se passe lorsque les eaux arrivent pas loin de l'intercepteur? On a ici une image de la structure Lausanne qui est localisée à l'intersection de l'autoroute 15 et du boulevard Henri Bourassa. Alors, on va retrouver à ce moment différentes structures qui ont été mises en place. Typiquement, ce qui se passe, c'est que les eaux usées, autant sanitaires et de pluie, empruntent d'abord le réseau local unitaire et de là se rendent au collecteur. Sur un collecteur, ce qu'on va retrouver d'abord, c'est une structure qu'on appelle de dérivation qui va prendre les eaux usées et les eaux de pluie et les ramener vers une structure de régulation. De la structure de régulation, on va s'enligner vers la structure de chute là, qui amène les eaux d'usée et les eaux de pluie vers l'intercepteur. Donc, lorsqu'il pleut de façon importante et qu'on atteint la capacité maximum de la station, à travers la structure de régulation, on va tranquillement fermer les vannes et les eaux usées et les eaux de pluie vont retourner à ce moment-là vers les cours d'eau qui ceinturent l'île de Montréal. Donc, c'est là que vient en jeu ce qu'on appelle là, les ouvrages de rétention. En fait, les ouvrages de rétention vont être installés en premier lieu pour capter les eaux usées mélangées à l'eau de pluie lorsqu'on atteint la capacité maximum de la station et avant qu'elle se retrouve là, à ce moment-là au cours d'eau. Donc, qu'est-ce qu'un ouvrage de rétention? Bien, c'est un ouvrage, c'est une structure qui permet d'emmagasiner temporairement les eaux usées lors de fortes pluies afin d'éviter leur refoulement. Et on comprend là, que présentement, avec les changements climatiques, l'intensité des pluies a grandement là, augmenté. Donc, c'est pour éviter des refoulements, c'est pour permettre d'augmenter la capacité là, des réseaux locaux, et éviter bien sûr là, des inondations là, dans les maisons. Et bien sûr aussi, l'autre enjeu d'un ouvrage de rétention, c'est les déversements là, dans le milieu naturel lorsqu'on atteint la capacité maximum de la station. Et lorsque la pluie arrête et qu'on se retrouve dans une belle journée ou en temps sec, bien, on récupère l'eau qui est accumulée dans l'ouvrage de rétention et on l'achemine vers la station d'épuration pour qu'elle soit traitée. Bon, il existe une centaine d'ouvrages de rétention sur l'île de Montréal qui ont des configurations là, différentes. Quelle est la raison d'être de l'ouvrage de rétention, plus spécifiquement à la vigne? Donc, c'est pour réduire de façon substantielle les débordements d'eau usée et d'eau de pluie à la rivière des Prairies. Également, c'est pour augmenter le niveau de service du réseau d'égouts dans le secteur afin d'éviter les risques d'inondation lorsque nous avons des pluies intenses dans le secteur. C'est pour également réduire les effets négatifs sur l'environnement. On parle de la faune et de la flore de la rivière des Prairies et bien sûr améliorer la qualité de l'eau dans la rivière des Prairies. C'est également pour réduire les coûts d'exploitation du réseau parce qu'on va pouvoir à ce moment-là acheminer les eaux usées de façon gravitaire vers l'intercepteur nord au lieu de les transférer par l'entremise de la station de pompage La Vigne. Et également, c'est de permettre à la Ville de se conformer aux normes environnementales du gouvernement provincial en réduisant le nombre de rejets dans les milieux récepteurs. Je vais laisser la place à mon collègue André Lemieux pour la suite de la présentation du projet. Bonjour tout le monde. D'abord, j'attire votre attention sur la carte. On voit l'ouvrage de rétention La Vigne, le bassin de rétention. L'ouvrage va être situé au sud du boulevard Gouin et à l'ouest du boulevard Laurentien. Comme ça a été dit précédemment, c'est un ouvrage important, comme en témoigne son investissement de 65 millions de dollars. Et c'est un projet qui a été fait en deux phases. Il y a eu une première phase qui a été réalisée de octobre 2017 à septembre 2019, et c'est ce que vous voyez en vert à l'écran, et ça va vous être décrit un petit peu plus loin dans la présentation. Et maintenant, ce qui nous amène aujourd'hui, c'est vraiment les travaux qui suivent,
c'est ce qu'on voit en rouge, c'est-à-dire on va venir compléter l'ouvrage de rétention en tant que tel. Si on regarde maintenant ce qui a été fait dans la première phase, on a une excavation principale dans le parc Lefebvre. Et on parle d'une excavation de 45 mètres de diamètre par 25 mètres de profondeur. Et j'attire votre attention ici, là, sur l'image de droite, on voit des travailleurs. Donc, ça vous donne un peu l'ampleur de l'excavation qui a été réalisée. Pour vous donner une idée, on pourrait enfouir 20 piscines olympiques là-dedans pour remplir le tout. En plus de l'excavation principale, on a aussi installé 2 km de conduite en tunnel. On a 2 tunnels qui relient le parc Lefebvre. D'abord à l'ouest, à l'intersection de Jean Bourdon et du chemin du Golfe. Et on a un autre tunnel, toujours du parc Lefebvre, jusqu'à la rue Rangé, un point un petit peu au sud de la rue Rangé. Ces 2 conduites-là vont nous permettre d'acheminer l'eau vers le bassin de rétention. Et à partir de là, on a construit une 3e conduite, c'est-à-dire qu'il y a 1 kilomètre et qui relie le bassin de rétention à l'intercepteur nord, près de la rue Toupin. En fait, ça se trouve sous les pylônes d'Hydro-Québec, là, où se trouve la voie ferrée. Et ce que vous voyez à l'écran, en fait, c'est différentes images des travaux de la première phase, c'est-à-dire on voit une conduite qui a été installée, une conduite de 1800 mm de diamètre, si on veut, c'est 6 pieds, et les différentes structures qui ont été construites, dont celle de la rue Rangé. On a d'autres photos aussi parce qu'on a construit également des structures de chute, une dans le parc Marlborough. En fait, c'est une structure d'accès qui a près de 20 mètres de profondeur. Et on a fait également une autre structure dans le chemin du Golfe qui va nous permettre là aussi d'emmener l'eau vers le bassin de rétention. Bon, ça c'est un peu... OK. Juste enlever. OK. Maintenant, les travaux de la phase 2. D'abord, on va aller construire un bassin de rétention qui a une capacité de 20 000 m3. On va être en mesure d'emmagasiner 20 000 m3 d'eau. C'est un bassin qui fait 40 mètres de diamètre par 25 mètres de profondeur. À ça, on va faire une structure de régulation qui va être adjacente au bassin. Pourquoi la structure de régulation? C'est qu'on veut contrôler les débits entrants et les débits sortants. Donc, il va y avoir des vannes. Et évidemment, il va y avoir aussi une éticule de service, ne serait-ce que pour faire la réparation en cas de défaillance ou pour faire l'entretien de nos installations. Ce qui va être fait, c'est ce que vous voyez à l'écran. En fait, on a le bassin de rétention, l'ouvrage principal, là, qui fait 40 mètres de diamètre. Et on voit juste à côté la chambre de régulation qui nous permet de contrôler les débits d'eau et finalement l'éticule de service. On va également travailler dans le boulevard Gouin. Il y a une première structure qui va être installée au coin du chemin du Golfe et du boulevard Gouin. Et cette structure-là, sa raison d'être, c'est qu'on vient intercepter les débits véhiculés par le collecteur Gouin. Et ça va être acheminé vers le bassin de rétention. Il y a une seconde structure qui va être faite, similaire, qui va être faite dans la rue Rangé, près du boulevard Gouin, l'intersection. Et là aussi, le rôle de cette structure-là, c'est vraiment de venir intercepter les eaux du collecteur du boulevard Gouin pour les acheminer vers le bassin de rétention. Encore là, j'attire votre attention, les plans sont à l'échelle. Donc, on voit un homme sur une dalle. Ça vous donne un peu l'idée, l'ampleur des constructions qui vont être faites à cet endroit-là. Finalement, dans le boulevard Gouin comme tel, on s'en va construire un égout de 900 mm de diamètre entre la rue Henri-Darle et le chemin du Golfe. Et ça a comme objectif de rehausser le niveau de service dans votre secteur. Si on regarde maintenant de façon plus précise la nature des travaux, si on commence par le parc Lefebvre. En fait, dans le parc Lefebvre, on va aller faire l'excavation. On va terminer l'excavation pour la chambre de régulation. On va donc devoir excaver 2000 m3 de roc. Pour vous donner une idée, c'est 25 fois moins de roc qui va être excavé que lors de la première intervention. On avait fait près de 50 000 m3 de roc à ce moment-là. On va également bétonner beaucoup. On parle de 6 850 m3 pour construire à la fois la structure de régulation et le bassin de rétention, en plus d'y installer près de 820 tonnes métriques d'acier d'armature. Et on va évidemment faire un éticule de 8 mètres par 6 mètres, comme j'ai dit tantôt, pour pouvoir accéder à nos installations. À la fin des travaux, outre l'éticule, il n'y a pas personne qui va pouvoir se douter qu'il y a un bassin de rétention parce qu'on va tout remettre les lieux
tels qu'ils sont, pas à l'heure actuelle, comme ils étaient avant. Il y a des mesures de mitigation qui vont être mises en place. Notamment, on va aller installer des systèmes de sismographes parce qu'on veut mesurer les vibrations qui vont être occasionnées lors des travaux d'excavation. Et ici, ce qui est important que vous sachiez, c'est que les entrepreneurs devraient communiquer avec vous prochainement pour pouvoir inspecter les maisons. Et moi, je vous invite à collaborer parce que c'est très important que les compagnies puissent aller vérifier l'état de vos maisons. On va regarder l'état actuel de la maison et l'état actuel de vos résidences une fois les travaux complétés et on va voir s'il y a des dommages. Ça va être beaucoup plus facile pour vous, si jamais il y a des dommages, de pouvoir faire des réclamations. Pour le parc Lefebvre, on va également installer, elle est déjà là, une clôture de chantier pour réduire l'impact du bruit pendant les travaux. Et on va également installer des détecteurs de monoxyde de carbone à l'entrée de certains bâtiments. Pourquoi? C'est parce que lorsqu'on utilise du dynamitage, il y a du monoxyde de carbone qui peut être libéré. Maintenant, dans le boulevard Gouin, si on regarde au coin de la rue Rangée du boulevard Gouin, on doit, comme j'ai dit tantôt, aller construire une chambre de dérivation. Pour ça, on va devoir se faire un petit peu de place, donc on va devoir dériver certaines conduites d'aqueduc et d'égouts. Et là, à cet endroit, on doit excaver 600 mètres cubes de roc et soutenir notre pluie. Et encore là, à la fin des travaux, il va y avoir une remise en état complet des lieux. Et toujours comme dans le parc Lefebvre, on doit là aussi installer des sismographes pour s'assurer que l'entrepreneur respecte les normes qui ont été établies dans les documents contractuels. Aussi, on va maintenir l'accès des commerces et des résidents, en plus de faire une gestion de circulation le matin et soir pour s'assurer de la mobilité des gens. Et en plus, on va mettre en place un comité de bon voisinage pour maintenir la communication pendant toute la durée des travaux. De façon similaire, il va y avoir une autre conduite, une autre structure qui va être installée sur le chemin du Golfe et le boulevard Gouin. Encore là, on va devoir créer de l'espace, donc déplacer des installations existantes, construire une chambre de dérivation à l'extérieur. Contrairement au boulevard Rangée et Gouin, à cet endroit-là, il n'y a pas présence de roc. Donc, c'est vraiment dans un sol meuble. Par contre, on va devoir soutenir les terres avec un système de soutènement. Et on va, en plus de ça, installer un égout sur à peu près 180 mètres entre la rue Henri-Darles et le chemin du Golfe. Encore là, on maintient l'accès des établissements et des résidents. Et c'est possible qu'on doive parfois travailler les fins de semaine si on ne peut pas maintenir la circulation dans les deux directions sur le boulevard Gouin. Et il y a d'autres travaux. En fait, ceux-là ont moins d'impact parce qu'ils vont se dérouler dans la structure Beau Séjour qui se trouve être dans l'emprise d'Hydro-Québec. On doit aller faire un raccordement électrique pour pouvoir monitorer nos installations. Les seuls impacts vraiment visibles des citoyens, c'est qu'on va devoir éventuellement dévier la piste cyclable. Mais tout ça n'a aucun impact sur la mobilité des gens au niveau des véhicules ou encore au niveau du bruit. Ça va être très, très différent des autres endroits. Si on regarde les chantiers des travaux, comme j'ai dit tantôt, la phase 1 est terminée depuis septembre 2019. On entre maintenant dans la phase 2. Le contrat est octroyé en septembre à l'entrepreneur et il y a déjà une mobilisation dans le parc Lefebvre qui est faite. Cette mobilisation va nous emmener jusqu'à la fin des travaux. Et il va y avoir d'autres travaux dans la rue Rangée et dans le chemin du Golfe. Sur la rue Rangée, on va être là à l'été 2021, alors que sur le chemin du Golfe, dès le printemps 2021. La fin des travaux est prévue au deuxième trimestre de 2022, soit en mai 2022. Autre chose importante, les travaux de bétonnage dans le parc Lefebvre, eux, devraient être complétés à la fin 2021 ou au tout début 2022. Donc, la remise en état des lieux devrait se faire au printemps 2022. Dans la gestion des impacts et mesures de mitigation, on a articulé notre plan selon 4 thèmes: les travaux, la circulation, les services et évidemment l'information. C'est sûr que si on parle de travaux, il va y avoir des impacts. On parle de poussière, on parle de vibrations, on parle de bruit. Pour ce qui est de la poussière, c'est assez simple. Nos documents contractuels prévoient du nettoyage régulier des rues. Pour ce qui est des vibrations et du bruit, c'est sûr qu'il va y en avoir parce qu'il va y avoir des déplacements de véhicules, il va y avoir des grues, des génératrices, des gens vont travailler, donc c'est sûr que ça va générer des bruits. Par contre, on veut s'assurer, et on travaille de concert avec l'arrondissement pour qu'on respecte les règlements de l'arrondissement au niveau du bruit.
comme j'ai dit tantôt, il y a déjà une clôture acoustique qui est installée pour limiter la propagation du son. Et finalement, le système de sismographe qui va être installé également pour s'assurer que l'entrepreneur respecte les contraintes qui ont été indiquées dans les documents contractuels. Au niveau de la circulation, c'est sûr que les camions lourds vont être dérivés, c'est-à-dire qu'il va y avoir des routes de transit pour des poids lourds, à l'exception de ceux, évidemment, qui doivent aller au chantier. Il y a des périmètres pour les travaux, des itinéraires facultatifs pour les véhicules, puis il va y avoir, évidemment, aussi des zones de circulation locale, là où ça va être plus exigu. Pour ce qui est du maintien de transport collectif et le maintien des services d'urgence, dites-vous qu'on est en communication constante avec la STM, services des urgences, la police, les pompiers, les ambulanciers. Et ces gens-là vont être avisés dès qu'il va y avoir une modification dans la zone de chantier afin de s'assurer qu'ils puissent maintenir leur service, un service de qualité pour les citoyens. Pour ce qui est des services postaux, il n'y a absolument rien de changé à ce niveau-là. Si on regarde pour les services autres, c'est-à-dire collecte des ordures ménagères, le recyclage des résidus verts, il n'y a absolument aucun changement. Même chose au niveau du déneigement, ça va avoir lieu comme prévu, comme on fait depuis des années à la Ville de Montréal. L'accès au parc. Une attention particulière a été mise de l'avant pour préserver l'accès au parc, une bonne signalisation, des panneaux qui expliquent le projet. Et c'est sûr qu'il y a des arbres qui ont été coupés, mais il y a une politique à la Ville de Montréal, c'est qu'on va remplacer 2 arbres, on va remettre 2 arbres pour chaque arbre qui a été coupé. Et ça, c'est vrai pour la phase 1 et la phase 2 du projet. Au niveau de l'information, bon, comme vous le savez, maintenant, on a un agent de liaison qui est dédié au projet. Nous, ce qu'on vous invite de faire, si jamais il y a des choses, c'est d'appeler le 311 en tout temps. Nous, on s'assure qu'on va envoyer des avis aux résidents à chaque fois qu'il va y avoir une étape importante des travaux. Et ça va être vrai tout le long du projet. Il y a également un site Internet, là, comme vous voyez à l'écran, ville.montréal.qc.ca chantier, qui va être mis en ligne avec les cartes, les informations sur le projet. Finalement, les renseignements. En fait, on vous recommande d'appeler le 311 en tout temps. Et il va y avoir, comme j'ai dit, des avis qui vont être distribués aux portes, des courriels, un site Internet, puis il va y avoir des suivis dans les journaux de chantier, en plus des panneaux de chantier qui vont expliquer le projet. C'est ce qui m'a fait à la présentation. Donc, je vais relayer la parole à qui de droit pour que vous puissiez nous poser des questions. Merci, messieurs. Nous allons passer à la période de questions. On va commencer par les questions qu'on a reçues précédemment, donc comme vous êtes inscrits pour la séance. La première question vient de M. Yves Fallu, qui demande pourquoi le projet a été arrêté si longtemps. Messieurs? En fait, on avait reçu une seule soumission lors de la première appel d'offres et cette soumission-là s'est avérée trop chère. Donc, pour des raisons économiques, on a décidé de mettre fin au processus d'appel d'offres puis de relancer le projet. C'est pour ça que c'est plus long. Parfait, merci. Une deuxième question de M. Gérard Couturier. Est-ce possible d'avoir une réunion d'information comme celle-ci tous les 3 mois afin d'avoir une vue de l'évolution du projet? Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Oui, c'est faisable. D'avoir des rencontres. Mais en fait, il va y avoir un comité de bon voisinage auquel M. Couturier pourrait participer. Là. Parfait, merci. Une autre question provenant de Mme Christiane Chabouty. Elle dit que le trafic sur la rue Somerset est infernal avec tous les travaux de l'arrondissement ainsi que ceux du bassin. Nous avons demandé un stationnement alternatif sur la rue portion Montréal depuis la dernière réunion en 2018. Rien n'a été fait. Pourtant, le stationnement alternatif, jour pair d'un côté et impair de l'autre, a été implanté sur tout le reste de la rue faisant partie de l'arrondissement Saint-Laurent. De plus, les travailleurs de Sacré-Cœur utilisent également le stationnement des 2 côtés de la rue. Elle craint qu'il y ait un risque d'accident important car la rue est étroite et le trafic est dans les 2 sens. Elle demande à quand pouvons-nous avoir une décision par rapport au stationnement. Nous, ce qu'on peut vous dire, c'est que le camionnage, c'est sûr que l'entrepreneur va s'assurer que le camionnage est respecté dans l'arrondissement. Maintenant, s'il y a des stationnements alternatifs, moi, je préfère que vous référiez vraiment à l'arrondissement pour ces décisions. Nous, on va gérer pour ce qui est du chantier en tant que tel, sans problème. Mais s'il y a des stationnements alternatifs qui doivent être mis en place,
je pense qu'on doit discuter avec l'arrondissement à ce niveau. Parfait. Une autre question de Mme Catherine Valade. Elle voudrait savoir quand allons-nous avoir accès à l'entièreté du parc, en premier lieu, et également elle voulait savoir si l'édicule va inclure des toilettes pour les enfants. Le parc, moi, je vous dis, vous allez avoir accès au parc à la fin des travaux, donc on parle de mai 2022. Maintenant, là, Hassan, peux-tu m'aider? Est-ce qu'il y a des toilettes prévues dans l'édicule ou c'est vraiment juste l'édicule de service? C'est simplement l'édicule de service. C'est juste un édicule de service, donc non, il n'y a pas de toilettes prévues pour les enfants dans l'édicule que nous, on va construire. C'est vraiment pour accéder à nos installations. Il y a des chalets existants dans l'arrondissement pour peut-être envisager de faire tout ça. Parfait, merci. Elle demande également la raison de pourquoi nous avons coupé les arbres à proximité. En fait, il fallait se donner de l'espace pour installer nos équipements, nos roulottes de chantier. Mais comme j'ai dit tantôt, chaque arbre qui a été coupé va être remplacé par 2 arbres. Parfait, merci. Une dernière question également de Mme Valade. Est-ce que le futur parc inclut des jeux d'eau ou un parc à chiens? Ça, malheureusement, je ne peux pas répondre. Là. Nous, ce qu'on fait à la fin des travaux, c'est qu'on va redonner un parc. Maintenant, quelle utilité va y avoir? Quelle va être sa vocation par l'après? Je ne peux pas répondre à ça. Je pense qu'il faudrait se référer aux gens de l'arrondissement s'ils ont des plans à ce niveau-là. Parfait, on va faire un suivi à ce sujet-là. Prochaine question provenant de Mme Elisabeth Skoufaras, qui habite sur la rue du Chemin de Somerset et qui se questionne par rapport, vu qu'elle a plusieurs enfants, et qu'elle se questionne sur la vitesse sur la rue Somerset et qu'il y avait déjà un problème de vitesse avant les travaux, mais que les chantiers à proximité n'aident pas non plus à la vitesse qu'ont les véhicules sur la rue. Elle s'inquiète d'un accident qui pourrait survenir et également, elle dit qu'il manque un stop devant l'entrée du parc et éventuellement des dos d'âne. Elle voudrait savoir s'il était possible d'aménager l'entrée du chantier sur une autre rue telle que Cousineau ou Lorrain. Pour l'instant, ce n'est pas envisagé parce que les arbres ont déjà été coupés. Donc, on va garder l'entrée telle qu'elle est là. Par contre, pour les problèmes de vitesse ou les problèmes de stop, encore là, c'est des demandes qui vont être faites auprès de l'arrondissement, mais nous, on doit conserver l'entrée telle qu'elle est là. Parfait, merci. Une autre question de M. Vassilios Karangianidis. Once the construction is complete in May 2021, what are the plans for Parc Lefebvre? Will the city invest in this park and offer something to the residents that had to endure construction, congestion, and dynamite explosion for 5 years? Comme j'ai dit tantôt, là, je sais que quelqu'un va traduire, c'est que nous, on va redonner le parc tel qu'il était avant. S'il y a des plans, si le parc doit changer de vocation, ça va être décidé plus tard, mais ça ne fait pas partie du projet en tant que tel. Parfait, merci. Également, on va pouvoir prendre des questions qui ont été soumises ce soir dans l'espace questions et réponses. Monsieur Gérald Couturier aimerait savoir s'il est possible d'obtenir les rapports d'avant et d'après inspection des maisons. Comme ça leur permettrait de savoir s'il y a eu des défauts qui ont apparu durant les travaux. Est-ce qu'ils vont être rendus publics, ces rapports-là? Oui, c'est possible, mais pas public. C'est-à-dire que si M. Couturier désire avoir le rapport pour sa maison, c'est possible, mais il va obtenir seulement sa maison à lui. Il faut qu'il fasse une demande à ce niveau-là. Mais oui, ça va être rendu, c'est disponible. Parfait, merci. Également, une question de Mme Elisabeth Skoufaras. Pour le parc Lefebvre, le dynamitage sera-t-il aussi puissant que la première fois lors du début des travaux? Non, parce qu'on ne parle pas du même type de travaux. En fait, comme j'ai dit tantôt, c'est 25 fois moins de roc et ça devrait durer environ 6 semaines selon l'échéancier qui a été transmis par l'entrepreneur. Parfait. Est-ce qu'on a une date approximative du début du dynamitage? En fait, l'entrepreneur doit d'abord procéder à l'inspection des maisons, nous soumettre les rapports. Ensuite, il va nous soumettre sa méthode de dynamitage. Ici, Hassan, tu peux me donner un petit coup de main ou pas? Vers la mi-novembre. Ce qu'on me dit, c'est que ça va être vers la mi-novembre. Parfait, merci. Également, une autre question de Mme Elisabeth Skoufaras. Est-ce que les dommages mineurs causés par le dynamitage sont garantis par la ville ou le contracteur? En fait, c'est pour ça tantôt qu'on insistait sur les visites qui doivent être faites. Il y a un assureur, l'assureur de la compagnie va aller faire une visite de chacun de vos bâtiments.
Si jamais il y a des dommages, à ce moment-là, le citoyen peut faire une réclamation à la Ville de Montréal et c'est l'assureur de l'entrepreneur qui va s'assurer là, de réparer, de dédommager les citoyens si tel est le cas. Parfait, merci. Également, M. Couturier demande comment pouvons-nous nous inscrire au comité de bon voisinage. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est inscrire justement là, dans l'espèce de chat que vous êtes intéressé. Donc, les autres personnes ne pourront pas le voir, mais nous, on va pouvoir accumuler toutes les personnes qui désirent participer au comité de bon voisinage. Le comité de bon voisinage, c'est un comité de travail où on discute des travaux et les impacts de ceux-ci. Donc, juste nous indiquer votre intérêt et par la suite, nous, on enverra une invitation courriel, vu qu'en temps de COVID, toutes les réunions se font le de soir sur un format similaire là, par Internet. Monsieur Couturier demande à qui devons-nous demander ces rapports? La Ville, pour une fois qu'ils seront comptabilisés, là, qu'on vient de discuter précédemment. Je vais demander les rapports à M. Hassan Nounas, qui est le chargé de projet pour la phase 2. Madame Caroline Gingras demande, lors de la première phase, il a été très difficile de faire reconnaître les dommages mineurs à la propriété, de sorte que nous avons dû laisser tomber les procédures. Est-ce que le même mécanisme de révision pour la phase 2 sera utilisé? Parce que celui mis en place avantageait l'entrepreneur. Écoutez, malheureusement, je ne connais pas exactement quel a été le cheminement de chacune des plaintes, chacune des réclamations, mais de façon générale, ça se passe toujours de la même façon. C'est-à-dire qu'il faut que l'assureur constate qu'il y a un dommage, qu'on soit capable de relier aux travaux pour que la personne soit dédommagée. À ça, je vous dirais oui, ça devrait être sensiblement le même type de cheminement pour les plaintes. Parfait. Également, de Mme Jacinthe Boyer, quels sont les recours possibles compte tenu que les réclamations faites en 2017-2019 n'ont pas eu encore de suivi? Pouvez-vous répéter la question? Parce que j'aime la lire, je ne la vois pas, excusez. Oui. Quels sont les recours possibles compte tenu que les réclamations faites pour les travaux de 2017 à 2019 n'ont jamais reçu de suivi? Donc, la dame n'a pas eu de suivi par rapport à sa réclamation faite pour la phase 1. Donc, elle veut savoir quels sont les recours possibles suite à ça. En fait, moi, le seul recours que je vois, c'est de peut-être réinsister auprès du bureau des réclamations pour que ça soit traité, parce que une fois, les gens des réclamations, lorsqu'ils reçoivent une plainte, communiquent avec nous. Et là, nous, on répond après ça, là, ce qu'eux vont faire de la réponse, comment c'est traité après les citoyens, on n'est pas tenu au courant de ça. Donc, moi, ce que je conseille à Mme Boyer, c'est vraiment de réinsister auprès du bureau des réclamations de la Ville de Montréal. Oui, une autre question, commentaire de Mme Elisabeth Skoufaras. Elle dit que le placement du chantier est dangereux par rapport aux autobus scolaires. Elle veut savoir s'il y avait une possibilité d'améliorer quand il y a de la congestion avec les autobus scolaires et le va-et-vient des enfants. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu par rapport à ça? Hassan, y a-t-il quoi de prévu, de particulier pour les enfants, cet endroit-là? Il n'y a rien. Nous, on n'a rien de prévu dans nos documents contractuels. Il faudrait peut-être communiquer avec l'arrondissement si eux veulent mettre des mesures supplémentaires, mais en ce qui trait aux travaux comme tels, non, on n'a rien fait au niveau des autobus scolaires. On fera un suivi par rapport aux demandes. Là. Toutes les demandes qu'on discute, il va y avoir quand même un suivi. Comme on a mentionné précédemment, on va faire un document suite à la rencontre qui va récapituler tout ce qu'on a dit et toutes les questions qui ont été soumises là, à la Ville et à l'arrondissement. Est-ce que je peux juste clarifier, parce que je pense que la question, il s'agit à propos des camions et les camions et les autobus scolaires sur la rue. Je pense que c'est ça que je comprends par la question. Juste m'assurer qu'on lit bien la question. Pour l'instant, je ne peux pas répondre. On va faire le suivi par rapport à ça. C'est sûr, comme on l'avait mentionné, ça se peut qu'on n'ait pas toujours les réponses là, pour chaque problématique soulevée. Toutefois, comme on fait le décompte de toutes celles-ci, un suivi va être fait, puis on va pouvoir regarder là, ce qui peut être fait pour améliorer la sécurité aux alentours du chantier. Monsieur Fallu demande qui est l'entrepreneur choisi? Coffrage Alliance, qui est l'entrepreneur général pour les travaux. Parfait, merci. Monsieur Couturier demande, est-ce que c'est possible d'avoir accès au rapport d'inspection de la phase 1 du chantier?
Sans problème, comme on a dit tantôt, il faut qu'il fasse une demande auprès de M. Lounas et puis on va lui faire parvenir l'inspection de sa résidence à lui. Excusez-moi, Nicole Duval demande qu'ils ont noté une odeur désagréable provenant des bouches d'égout dans le secteur depuis 1 ou 2 ans. Est-ce que ça va s'améliorer avec les travaux du bassin Lavigne? Une idée, parce que le bassin n'est pas relié aux bouches d'égout du secteur. Là. Comme je dis, c'est vraiment, à l'heure actuelle, il n'est pas branché sur le réseau d'égout. Il va y être accordé seulement vers la fin 2021-2022. À ce moment-là, lui, il n'y a aucun impact là, sur les bouches d'égout dans le secteur. Parfait, merci. Prochaine question. De Mme Jacinthe Boyer. Quel sera l'emplacement et la longueur de la clôture acoustique au coin de Rangé et Gouin? Pour l'instant, je ne peux pas répondre parce qu'on n'a pas encore reçu les documents de l'entrepreneur. Comme j'ai dit tantôt, ces documents-là vont nous être acheminés lorsque les travaux devraient débuter. Là, on parle juste du printemps 2021. Donc, pour l'instant, les travaux vont être concentrés dans le parc Lefebvre. Dès qu'on va avoir des renseignements, de toute façon, dans le comité de bon voisinage, c'est des documents qui vont être accessibles. Parfait. Monsieur Gérard Couturier nous demande également, est-ce que c'est possible de présenter dès maintenant les détours de circulation près du chemin du Golfe? Parce que lors de la phase 1, il y a eu beaucoup de problèmes par rapport au chemin de détour. Est-ce qu'on a déjà les chemins de détour par rapport au chemin du Golfe? En fait, je ne les ai pas ce soir, là, à moins de me tromper. Je ne crois pas qu'on les a encore reçus. Comme j'ai dit, c'est vraiment, les travaux vont être concentrés dans le parc Lefebvre. Donc, dès qu'on va avoir des renseignements supplémentaires pour les autres points, Gouin et chemin du Golfe ou encore Rangé et Gouin, on va être en mesure de communiquer ces renseignements-là aux citoyens. Pour l'instant, nous ne les avons pas parce que l'entrepreneur concentre tous ses efforts dans le parc Lefebvre. Parfait, merci. Également une question de Mme Boyer, Jacinthe Boyer. Comment peut-on faire en sorte de faire des réclamations auprès de la Ville de Montréal alors que le projet dure plus d'1 an et que la limitation des poursuites par le règlement de la Ville de Montréal ne doit pas dépasser 6 mois? Malheureusement, je ne peux pas répondre. Je ne suis pas assez familier avec les processus de réclamation de la Ville, mais j'imagine que ça doit faire. Le 6 mois doit tenir compte de la fin des travaux, mais je ne voudrais pas vous induire en erreur. Là. On peut faire un suivi sur la demande et vous revenir là-dessus. Parfait, merci. Une autre question de Mme Elisabeth Skoufaras, en lien avec le déménagement. Elle veut savoir si le déménagement se fera d'un seul côté, comme il a été fait dans la phase 1. Est-ce possible de le faire des 2 côtés, surtout à proximité des stationnements et pour les autobus? Là, on parle ici du déneigement. Oui, le déneigement. Je ne comprends pas pourquoi ça a été fait juste sur un côté. Là. Écoutez, ça ne fait pas partie de nos travaux. Nous, ce qu'on s'engage à faire, c'est que dans l'ère des travaux, on va retirer la neige. Mais pour ce qui est des ravoisinantes, là, les horaires ou encore les parcours de déneigement, malheureusement, je ne peux pas répondre à cette question-là. Parfait, on fera un suivi par la suite. Là. Donc, on va continuer, voir s'il y a d'autres questions. Madame Boyer, Madame Jacinthe Boyer, compte tenu des difficultés de détour déjà vécues par rapport aux travaux sur Laurentien, sur la rue Rangé et Grenet, quelles sont vos prévisions de l'impact sur la circulation locale? En fait, ça doit être minime parce que les travaux vont surtout avoir lieu dans le boulevard Gouin. Donc, sur les rues locales, il ne devrait pas y avoir beaucoup de circulation. Outre les camions de béton, là, comme je disais, dans le coin du parc Lefebvre, là, pour les travaux de bétonnage ou encore de ferraillage, mais pour les rues secondaires, là, les rues locales, on n'envisage pas qu'il y ait de problème. Parfait, merci. Également, j'aimerais remercier les gens qui nous ont écrit pour leur intérêt pour le comité de bon voisinage. On pouvait l'inscrire d'ici à la fin de la rencontre. Toutefois, il sera toujours possible, suite à la rencontre, si vous rencontrez des voisins à vous ou que vous décidez par la suite que ça vous intéresse, excusez-moi, il sera toujours possible de se joindre là, au comité. Une fois que nous aurons toute la liste, là, on pourra faire l'envoi par courriel. Donc, je vais valider, mais je pense qu'on a fait le tour des questions. Oui, une autre question de M. Couturier. Est-ce qu'au comité des citoyens, est-ce qu'il va y avoir des représentants de l'arrondissement en permanence pour avoir des réponses à vos questions? De manière générale, oui, il y a des représentants de l'arrondissement
qui vont être présents. Donc, à la table, il va y avoir la ville-centre, l'arrondissement et toutes les personnes que c'est nécessaire d'être impliquées dans le projet là, qui vont pouvoir venir discuter et voir les problématiques et aussi apprendre là, sur l'avancement du projet. Donc, une autre question avant de terminer. Madame Jocelyne Leduc-Gauvin, pour les réclamations, j'ai rempli le formulaire demandé de M. Mounas et au service juridique et elle n'a pas eu de retour par la suite. Donc, personne ne l'avoir reçu. On va vous revenir là-dessus. On va aller revoir tout ça. On va vous donner un retour dès que possible. Parfait. Donc, ça va conclure la période de questions. Comme je vous dis, il va toujours possibilité de nous joindre par la suite par courriel pour d'autres questions et demandes. Là, il n'y aura pas de problème. Donc, je vous remercie d'avoir participé à la période de questions. Vous pouvez communiquer avec moi en tout temps. Je vais vous dire mon adresse courriel pour toute demande, questionnement. C'est le Elisabeth, ELIZABETH, .robidou, ROBIDOUX, .EXT, @commercialmontréal.ca. Donc, pour toute demande, n'hésitez pas à m'écrire par courriel. Et pour toute personne intéressée au comité de bon voisinage, n'hésitez pas à inscrire dans les commentaires. Je vais céder la parole à la mairesse, Mme Émilie Thuillier, pour le mot de la fin. Merci beaucoup, Mme Robidou. S'il y en a plusieurs qui sont comme moi, plus visuels qu'auditifs, je vous demanderai, s'il vous plaît, d'écrire votre adresse courriel dans le chat. Comme ça, tout le monde pourra la voir et la noter. Et on a entendu beaucoup de choses aujourd'hui, et puis on a entendu aussi plusieurs réponses pour lesquelles il n'y avait pas de réponse ce soir. Nous, on va s'assurer vraiment que toutes les réponses à vos questions soient dans le document complémentaire dont vous parlait Mme Robidou au départ. Donc, il va y avoir un document complet, puis on l'a déjà fait pour d'autres séances d'information. Donc, on commence à avoir l'habitude de faire cela. Donc, ne vous inquiétez pas, toutes les questions trouveront réponse et dans ce document-là, il y aura assurément une section sur les réclamations, hein, c'est ce qu'on entend beaucoup. Donc, les réclamations, mais la première phase, je pense que ça va être important qu'on fasse un suivi sur les réclamations de la première phase et le processus pour la deuxième phase. Si c'est vraiment M. Lounas qu'il faut demander notre rapport, son adresse courriel, ou sinon le fait de le demander à Mme Robidou qui ensuite fera le lien, parce qu'effectivement, ce n'est pas n'importe qui peut avoir accès à M. Lounas, on le comprend. Donc, on va vous tracer le chemin très clair pour avoir accès au rapport de votre maison. Ensuite, il y a eu quelques questions pour l'arrondissement auxquelles ni Mme Djanou ni moi-même pouvions répondre, mais dans le chat, vous avez peut-être lu qu'il y a des gens de l'arrondissement qui étaient participants, qui ne sont pas dans la conférence en tant que telle, mais qui étaient participants comme vous, qui ont tout entendu, qui ont noté, donc notamment on a M. Bordelot, qui est chef de division, donc il va travailler avec son équipe à pouvoir vous donner des réponses aux questions qui ont été posées ce soir. Et au comité de bon voisinage, c'est le deuxième d'ailleurs qu'on va avoir dans l'arrondissement. Là, on en a déjà un pour le chantier Gouin-Laurentien. Donc, ça va être important. Là, on a déjà vu plusieurs personnes qui souhaitent y être. C'est très bien. Et là, il y aura effectivement aussi des représentants de l'arrondissement pour s'assurer qu'on fasse les liens à chaque fois et qu'on puisse répondre correctement à vos questions au bon moment quand vous les avez. Donc, je pense qu'effectivement, on a fait un tour complet du projet. Merci encore une fois d'avoir été là. Et puis, suivez on a aussi vos coordonnées, là, donc on pourra vous dire quand le rapport sera déposé sur le site Internet pour avoir réponse à toutes vos questions et nous resterons disponibles pour faire en sorte que les 2 prochaines années se passent le mieux possible pour vous. On sait que c'est difficile, là, mais se passe le mieux possible pour vous et votre famille. Et sur ce, je vous remercie. Je remercie surtout les gens de la ville qui ont bien fait la présentation, qui nous ont donné beaucoup d'informations. Et Mme Djanou, merci aussi d'avoir été présente avec nous. Et je vous souhaite une très bonne soirée.